je m'en tiendrai à vous présenter très brièvement, avant de poser une ou deux premières questions pour lancer la discussion, donc, dans l'ordre où vous vous êtes installés. Michel Volkovitch. Michel Volkovitch est tout ensemble écrivain, enseignant, traducteur et éditeur. Il a longtemps enseigné l'anglais en lycée, il enseigne toujours la traduction. Il est l'auteur de 8 livres et c'est un traducteur passionné de la littérature grecque, moderne et contemporaine. Il a traduit une trentaine de prosateurs grecs contemporains, 150 poètes, des chants populaires, une vingtaine de pièces de théâtre, donc un immense travail de traduction pour lequel il a reçu de nombreux prix. Et enfin, il publie les poètes grecs contemporains depuis 2007, si je crois la date de parution des premiers, en format numérique, comme directeur de la collection Publi.Grèce de la maison d'édition numérique Publi.net, d'une part, et d'autre part, à l'enseigne du Miel des Anges. Et là, je cite le site internet volkovitch.com, ce site qui est véritablement son atelier de création et de travail comme écrivain, traducteur, éditeur. Donc, le Miel des Anges, maison d'édition minuscule fondée en 2013 sous la forme d'une association loi 1901 qui travaille à faire connaître la poésie grecque d'aujourd'hui, ce miel délicieux, au public francophone. À sa gauche, Michael Demetz. Michael Demetz, il est cofondateur et co-directeur avec Carmela Chergui des éditions Tusitala, créées en 2011 et qui se définissent selon leur site internet comme une nouvelle maison d'édition française basée à Paris qui publie en langue française de la littérature étrangère. Une maison dont les deux premiers titres sont parus simultanément en 2013, deux titres qui témoignent à la fois d'un certain éclectisme qui est d'ailleurs revendiqué et d'une cohérence secrète dont il nous dira sans doute quelques mots. Les Mémoires d'un bison de l'américain d'origine mexicaine Oscar Zeta Acosta, roman paru en anglais en 1972, et Un locataire de l'écrivaine islandaise Svava Jakobsdóttir qui date de 1969. Et je voudrais l'exemple des éditions Tusitala, c'est une maison toute jeune et fondée par deux trentenaires, mais qui se porte très bien, qui se fait connaître de plus en plus largement. Cet exemple est là pour montrer qu'à l'ère numérique, justement, l'avenir n'est sans doute pas au tout numérique et à la fin de l'objet livre, mais peut se comprendre autrement, dans la complémentarité entre l'espace numérique, du site internet de l'éditeur, des réseaux sociaux, des blogs de lecteurs, etc., et complémentarité entre l'espace numérique et le livre imprimé, qui est fabriqué dans une attention redoublée portée à toutes les étapes de la chaîne du livre. À sa gauche, Marie-Pierre Grasdieu. Marie-Pierre Grasdieu, qui est là en fait pour représenter une deux grandes collections historiques de littérature étrangère en français. En effet, elle dirige depuis 2012 le domaine anglo-saxon de la fameuse collection Du Monde Entier chez Gallimard, cette collection née en 1931. Auparavant, elle a dirigé pendant 7 ans la non moins fameuse collection La Cosmopolite des éditions Stock, collection pionnière qui est née à la fin du XIXe siècle et qui compte 20 prix Nobel à son catalogue. D'autre part, elle a lancé, si je ne me trompe pas, La Cosmopolite Noire en 2012, une collection donc, de polars, thrillers et romans noirs traduits en français. Et puis, je crois, fin 2014, la collection Le Mercure Noir aux éditions du Mercure de France, qui est une filiale de Gallimard, collection, donc Mercure Noir, qui se présente, je cite la présentation de la collection sur le site de l'éditeur, comme une nouvelle collection de polars littéraires traduits du monde entier. À sa gauche, Patrice Hoffman. Patrice Hoffman, qui est directeur éditorial de la littérature française et étrangère chez Flammarion. Flammarion, maison fondée en 1875 par Ernest Flammarion, et qui réunit désormais plusieurs marques d'édition au sein du groupe Flammarion, lequel fait partie, comme Gallimard, du groupe d'édition Madrigal, qui est le troisième groupe d'édition français. On a beaucoup d'auditeurs étrangers, donc qui j'explique. J'ai mon actionnaire sur ma droite, donc je ne pourrais pas dire grand-chose. L'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, l'IMEC, a rendu hommage cette année à Flammarion avec une exposition intitulée De Zola à Welbeck, Flammarion 1875-2015, 140 ans d'édition et de librairie. J'ajoute que Patrice Hoffman participe activement à la réflexion sur les enjeux et les modalités du tournant numérique dans l'édition. Par exemple, il a participé aux assises du livre numérique organisées par le Syndicat national de l'édition, qui tiendront d'ailleurs leur 15e session en novembre prochain, si je ne me trompe pas.
Il y a eu 15 sessions en quelques années, puisque la première a eu lieu en 2008. Et notamment en 2013, dans la 11e session, vous avez participé à une table ronde sur la mise en œuvre du nouveau contrat d'édition numérique. Et donc vous pourrez sans doute nous éclairer sur ces questions qui tournent autour du droit d'auteur à l'ère numérique. Question d'actualité, si on pense au plaidoyer intitulé « La gratuité, c'est le vol », que le syndicat national de l'édition a fait paraître il y a juste 15 jours, 3 semaines. Et donc, nous invitons sûrement un avis sur tout ça. Et enfin, Hélène Fiamma, qui est la directrice éditoriale de Payot et Rivage. Elle a été éditrice d'abord pendant 14 ans chez Flammarion, où elle a dirigé la branche littérature de la fameuse collection GF, Garnier Flammarion, avant de partir à Londres en 2010 comme responsable du bureau du livre de Londres, une association qui est soutenue par le ministère des Affaires étrangères et dont la mission est de promouvoir l'édition française à l'étranger. Et donc depuis janvier 2014, elle est directrice éditoriale des éditions Payot et Rivage, une maison qui est devenue une filiale d'Actes Sud en 2013, une maison qui est née du rapprochement en 92 de la maison Payot, éditeur de sciences humaines depuis 1912, et des éditions Rivage, nées en 1984, et qui publiaient notamment de la littérature étrangère et de la littérature de genre. Voilà. Alors, pour commencer, vous pourriez peut-être nous apporter quelques lumières sur la croissance du marché du livre numérique dans l'édition française, et notamment dans la publication de la littérature étrangère. J'ai lu sur le site du syndicat national de l'édition, le livre numérique en 2014, bilan et perspective, que le marché de l'édition numérique était toujours en forte croissance, progression de 53,3% en 2014, tous supports et catégories confondues, mais que pour autant cette part du numérique reste encore très faible. Je ne sais pas peut-être les chiffres, en tout cas qui est encore plus faible dans l'édition grand public que dans l'édition professionnelle. Et d'autre part, côté utilisateur, j'ai lu qu'en 2014, 15% de la population française lisait des livres numériques, une population essentiellement constituée de grands lecteurs de livres. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que ce sont principalement les gens qui lisent beaucoup de livres qui s'équipent en matériel de lecture numérique et achètent des livres numériques. Et d'autre part, on conclut ce bilan, les lecteurs de livres numériques restent fortement attachés aux livres imprimés et leur pratique de lecture numérique reste complémentaire à celle du livre imprimé. Ainsi, 66% des lecteurs de livres numériques ont lu un livre imprimé dans le mois précédent, contre 44% des non-lecteurs de livres numériques. C'est cette idée d'une complémentarité entre les deux types de livres vient démentir finalement certaines craintes qui sont peut-être en fait, des craintes qui sont peut-être encore celles du béotien dans mon genre. Enfin, moi j'étais surprise de lire ça. Les craintes sur la disparition de l'imprimé, etc. Et donc cette idée d'une complémentarité, elles sont également corroborées par l'évolution du marché américain et britannique, qui serait quant à lui en train de se stabiliser après une croissance fulgurante en 2012. Ainsi, la part du marché du livre numérique serait passée de 20 à seulement 27% aux États-Unis de 2013 à 2014 et de 12 à seulement, disons, 15% au Royaume-Uni. Donc un ralentissement que les auteurs du bilan interprètent comme une stabilisation du public converti à la lecture dématérialisée. Donc, je voulais dire votre avis sur ce constat et puis des précisions sur ce qu'il en est plus spécifiquement du cas des littératures étrangères traduites en français dans ce contexte du tournant numérique. On se tourne vers moi quand il s'agit de chiffres. C'est vrai que j'ai été confronté à pas mal de rencontres avec les éditeurs et avec les auteurs pour en reviendra peut-être sur les questions du contrat, qui est une question essentielle du point de vue éditorial, parce que ça détermine beaucoup de choses, mais du point de vue des chiffres, j'ai envie de dire une chose claire, les chiffres, il faut toujours se méfier des chiffres, c'est-à-dire qu'il faut les interroger, il faut savoir exactement de quoi on parle. Donc on entend souvent parler par exemple de ce chiffre qui est réel, de 24, 25, 27% aux États-Unis de la part du numérique. Alors c'est vrai, mais quand on parle avec nos amis éditeurs aux États-Unis, chez Knopf, chez Farrar Straus, etc., toutes les nouveautés dont on entend parler, ils sont à 50%, ils sont à 45-50% sur le numérique. Et ces 24% ou 25% rapportés à la totalité, au chiffre d'affaires de l'édition, mais ce qui inclut le fond.
Donc, pour eux, c'est vrai que c'est un exercice extrêmement différent de nous, parce que quand vous sortez un livre aujourd'hui des auteurs que vous connaissez tous américains, ça veut dire que l'éditeur, il fait la moitié de ses ventes, ou au moins 40 à 45% de ses ventes, quoi qu'il arrive, en numérique. Nous, on est, d'après les dernières statistiques que j'ai sorties de GFK, on est à 2,5% à peu près. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Après, ça progresse beaucoup chez nous, c'était 20% l'année dernière. Tu parles en chiffre d'affaires? Oui, en chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires du livre, c'est 2,5% du chiffre d'affaires du livre imprimé en France. Voilà, alors après, ça progresse à peu près 20% l'an dernier, 15% cette année, donc c'est important. Nous, c'est, enfin, je crois que c'est à peu près 100 millions d'euros pour le marché français. Donc, c'est substantiel. C'était beaucoup moins que ça. Enfin, je crois que chez Flammarion, c'était à quelque chose comme 150 000 euros il y a 4 ans, et puis 300 000 l'année suivante, etc. Donc ça progresse, on a dépassé le million. Donc c'est substantiel, ça progresse énormément. Ça reste encore assez modeste. Sauf que le cas des États-Unis est intéressant, parce que ça veut dire que quand vous vendez la moitié de vos livres, la moitié de vos exemplaires en numérique, c'est toute votre chaîne qui change, quoi. C'est toute votre chaîne de distribution de livres, c'est votre chaîne de fabrication, etc. Voilà, après on pourrait rentrer plus en détail parce que je pense que c'est pas la même chose quand vous êtes éditeur d'histoire, quand vous êtes éditeur de romance, de polar, de genre, etc. Les pourcentages sont assez différents. Justement sur ce qui est des littératures étrangères et puis peut-être de la différence entre littérature de genre et littérature générale, est-ce qu'il y a certains types de littérature qui sont plus volontiers, qui marchent mieux en numérique, Oui, alors pour vous donner un exemple en pourcentage, bon alors le groupe Flammarion, il y a la littérature française et la littérature étrangère chez Flammarion, il y a aussi des marques de polar comme Ombre Noire, des marques de fantasy chez Pygmalion, qui font aussi bien le Trône de Fer que plein de choses, bon, et la non-fiction, donc c'est assez radicalement différent. En 2015, le numérique représente 4,5% pour la littérature française, représente 6,5% pour la littérature étrangère, et on grimpe à 18% chez Pygmalion, parce qu'il y a le Trône de Fer, parce qu'il y a d'autres choses, et toute la fantaisie. Et Ombre Noire, c'est 12,5%. Donc vous voyez, c'est quand même c'est le triple pour Pygmalion, le double pour Ombre Noire en polar. Je pense que ça doit, à mon avis, refléter à peu près les 6% en littérature étrangère, c'est bien. Oui, c'est plutôt bien. Ça a progressé de façon assez sensible. Mais après, tous ces chiffres-là, il faut faire attention. En littérature étrangère, qu'est-ce qu'on met voilà. Est-ce que ILGN, c'est de la littérature étrangère? Est-ce que After, c'est de la littérature étrangère? Oui. C'était dans le top 10. Non, mais c'est vrai. C'était dans le top 10 de la liste des best-sellers. Et il est évident que des livres comme ça se vendent énormément en numérique, et beaucoup plus que justement, vous disiez quand le passage au numérique modifie complètement la pratique éditoriale. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus, donc encore une fois pour ce qui concerne les littératures étrangères et peut-être en particulier la question de la bibliodiversité? Est-ce que, une intuition de Béotien, le passage au numérique favoriserait la domination de l'anglais et éventuellement d'une littérature à grande consommation? Ou est-ce que c'est trop... est-ce que c'est idiot, quoi? Je sais pas, faux? J'ai pas les chiffres, mais c'est pas vraiment mon sentiment. À une petite échelle, parce que chez Gallimard, on aime moins les chiffres. Mais pour avoir observé... Pardon, je sais pas si vous m'entendez. Pour avoir observé la chose sur des auteurs de la collection, donc quand on est Ian McEwan et qu'on a un public déjà en France, on touche un certain lectorat en numérique aussi. Donc là, le pourcentage doit être autour de 6-8%, c'est beaucoup. Après, pour des auteurs plus confidentiels, moins connus encore, c'est plus difficile de s'imposer sur cette vaste toile, mais là je parle des anglo-saxons comme les autres finalement. Je pense qu'un nouvel auteur a les mêmes difficultés. Je ne crois pas véritablement... Tant qu'on parle de littérature, bien sûr, si on est si on est médiatiquement
un produit fabriqué, on circule sur cette toile. Ouais, je crois pas non plus. Puis alors, il y a une chose qu'il faut bien distinguer aussi, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est le livre numérique quelle est l'offre? Bon, je crois que c'est à peu près 140 000 titres numériques qui sont disponibles en France. Ok, mais bon, chez Flammarion, depuis 2009, à peu près, je pense que c'est partout pareil, toutes les nouveautés sont disponibles en numérique. Donc ça donne une idée. Ça veut dire qu'avant, non. Parce que là, il y a une difficulté juridique, c'est que pour les exploiter, il faut aller demander les droits numériques. Parce que quand vous cédiez les droits en 70, en 80, en 90 ou en 2000, vous ne cédiez pas les droits numériques, ça n'existait pas. Et dans un contrat, tant que vous n'avez pas défini l'échelle de rémunération, vous ne pouvez pas exploiter le livre. Même si d'ailleurs il y avait une petite clause, il y avait des clauses sibyllines depuis 20 ans ou 30 ans qui disaient que vous cédiez les droits sur tout format, sur toute la Terre et le reste de l'univers, etc. Sauf que tant qu'il n'y avait pas une échelle de droits qui était fixée, vous n'aviez pas les droits. Donc remonter aux centaines de milliers de titres qui sont éventuellement disponibles dans le catalogue pour aller voir si les droits numériques sont disponibles, c'est très long, c'est très difficile, il y a des auteurs qui ne veulent pas, pour plein de raisons, etc. Donc l'offre détermine tout. Toutes les nouveautés dans nos catalogues, je pense, sont disponibles depuis 2010 à peu près. Voilà. Mais avant non, et puis il y a plein, on parlait avec Michel Volkovitch à l'instant, bon, ben, par exemple pour certains titres mettons de poésie grecque, pour d'autres titres, etc., est-ce que c'est disponible ou pas? Est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que ce soit disponible? Pour que ce soit disponible, il faut quand même qu'il y ait un marché, parce qu'encore une fois, c'est un travail pour rendre disponible des livres numériques. Il faut d'abord les numériser. Ça veut dire qu'il faut avoir la capacité technique de les mettre sous format de préférence EPUB pour qu'ils s'adaptent à tous les formats. Donc il faut les mettre sur un serveur, il faut les rendre disponibles, il faut être capable de facturer à un libraire numérique qui lui-même facturera, etc. C'est toute une chaîne quand même, qui n'était pas la chaîne habituelle. Donc avant de lancer tout ça, il faut bien conditionner l'offre. Il faut penser des opérations commerciales, que ce soit des livres numériques et qui sont spécifiques, parce que ces livres, on les trouve en effet, Patrice le disait, sur les plateformes, mais le nerf de la guerre, c'est comment est-ce qu'on vend des bouquins et comment est-ce qu'on touche les gens avec ces bouquins. C'est une stratégie, mais la stratégie, elle n'est pas du tout la même avec le livre numérique qu'avec le livre qui passe par la librairie. Justement, est-ce que tu peux développer un peu, détailler un peu sur chacune des stratégies? Écoute, non, ce que je dis, pour revenir à la question que tu posais, et je crois qu'on est assez d'accord les uns et les autres là-dessus, c'est qu'à mon sens, il n'y a pas du tout de différence en termes linguistiques dans ce qui se passe avec un bouquin, qu'il soit numérique ou non. Il y a très clairement aujourd'hui en France une appétence pour les numériques dans le genre. Donc par exemple le polar, des polars qui soient écrits par un Islandais, un Américain ou un Français, ils ont tendance à mieux se vendre en numérique que se vendrait la littérature blanche. En termes de pourcentage, en tout cas moi c'est ce que je constate chez Paille Rivage. Ensuite il y a un facteur, donc ça c'est simplement pour dire que le curseur il est vraiment plutôt entre en effet la fantaisie, le polar, la romance aussi. Quand Patrice dit que ces titres qui trustent la liste des meilleures étrangères, de la littérature étrangère en meilleure vente en France, et ne sont pas forcément ceux qu'on a envie de faire lire, hein, nous, ce sont sans doute des titres je ne connais pas moins le pourcentage de leur vente numérique, mais j'imagine qu'il est assez fort, parce que c'est des communautés assez jeunes, enfin c'est un type de lectorat qui est différent. Voilà, donc cela dit, sur la question des opérations, enfin, je pense que tout le monde en est un peu à des espèces de balbutiements. Moi, une chose dont je suis assez persuadée, c'est que le livre numérique, je parle vraiment du genre, en tant que polar, il faut qu'il soit assez combatif, et donc la question du prix est importante. Et que le prix du livre numérique en France, il est souvent très cher, très élevé. Mais quand on compare avec en effet, le marché anglais ou américain, ça n'a rien à voir. Ils sont allés assez loin dans le complètement manière. Oui. Il y a une politique de promotion dans le moment des lancements de livres qui permet de rester dans la légalité tout en
tout en faisant vendre les livres. Oui, surtout qu'il n'y a pas. Vous avez une liberté de fixation du prix aux États-Unis. Il y a des effets qui peuvent être extrêmement dangereux pour certains. C'est-à-dire que. Moi, on me pose souvent la question de savoir pourquoi le livre numérique est aussi cher. Grosso modo, il est à 30% seulement du papier. Quand le livre est en grand format. La première réponse, qui pour nous, qui avons le souci de construire un catalogue et de faire vendre des livres sous tous les formats, il est évident, c'est le poche. Tant que si vous fragilisez en descendant tout de suite le prix du numérique, vous n'allez plus vendre du tout de poche. Si vous ne vendez plus de poche, les 3/4 des librairies vont fermer. C'est ce qui s'est passé. C'est aussi ça. Et c'est ce qui se passe aux États-Unis. Et pour nous, les libraires sont seulement des agitateurs culturels qui font connaître toutes sortes de textes, mais il est indispensable. Ce sont aussi des vitrines, donc ce sont des agitateurs culturels et aussi des vitrines de promotion. Vous rentrez dans une librairie, vous êtes parti pour acheter un livre, mais de facto, vous allez passer au milieu de livres, vous allez regarder des trucs, vous allez sentir des livres, et peut-être que vous allez repartir avec un autre livre, grâce simplement à votre passage dans cette librairie, plus la recommandation du libraire, plus etc. Et on a encore 1000, 1200 librairies indépendantes qui permettent encore, et que une grande partie du monde nous envie d'une certaine façon. Et alors les Anglais et les Américains en premier ne cessent de nous redire. Donc, dans un monde où ils peuvent faire du 75% de discount sur les titres, voilà, donc, à mon avis, une des raisons, c'est de progresser pas à pas, tant que le livre n'est pas en poche, de lui garder un certain prix, et quand il est en poche, de ne pas le descendre en dessous du poche. Voilà. Après, trouver toutes les sortes d'arrangements pour que ce soit possible pour les uns et pour les autres, parce qu'on a besoin des libraires. Je crois que pour l'avenir du livre, l'avenir de la littérature, et l'avenir d'un best-seller comme l'avenir d'un livre de poésie grecque traduite contemporaine, c'est la même chose. On a besoin de ça. Justement, à propos de poésie grecque contemporaine, Michel, peut-être qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur peut-être déjà, pour commencer sur public.net, sur le choix d'une maison d'édition qui fait le choix du numérique, sachant que le Miel des Anges, en revanche, propose des livres imprimés, si j'ai bien compris. Oui, donc il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire par Publinet, qui est une aventure, à mon avis, extraordinaire. En 2008, ce pionnier, ce saint de la littérature qui est François Bon, qui était là ce matin, décide de créer une maison d'édition numérique, ce qui était à l'époque tout à fait nouveau, et il s'ouvrait dès le départ à la littérature contemporaine, essentiellement française, mais aussi étrangère, et il m'a proposé une collection grecque, où j'aurais la plus entière liberté. J'étais évidemment fou de joie, parce que mes tiroirs étaient pleins de textes superbes, mais disons pas tellement commerciaux. Donc je me suis éclaté comme ça pendant 6 ans. Tout allait bien, un seul problème, pas de lecteur. Pas de lecteur pour diverses raisons qui sont intéressantes à étudier. D'abord, il y a cette méfiance du public français à l'égard du numérique. On tient à nos petites habitudes. Il y a un amour du livre papier mal placé, parce que je suis d'accord avec tout le monde ici, les deux ne sont pas faits pour se combattre, mais au contraire pour se complémenter et s'épauler. Il y a, dans le cas de la poésie que je pratique pas mal, il y a une réticence du public de poésie à l'égard du numérique, parce qu'en poésie, c'est vrai, on a plus besoin du contact charnel avec le papier, et je comprends parfaitement. Bref, constatons les dégâts au bout de 6 ans, c'était en 2014 je crois, François Bon me dit, écoute, on va se lancer dans l'édition papier. Si bien qu'actuellement, mais après le départ de François Bon, quand même affecté par pas mal d'échecs, l'équipe continue avec une équipe jeune et valeureuse, qui sont aux 4 coins du monde. Il y en a en Thaïlande, l'autre à Gênes en Italie, l'autre je ne sais où encore, peut-être un à Paris. Et les éditions se construisent comme ça, parallèlement, en numérique et sur papier. Concrètement, il y a actuellement 700 titres en numérique et 110 en version papier.
et le fonds numérique sera à terme converti sur papier aussi. Donc là, il y a un acteur du livre, je crois, essentiel, une entreprise louable et enfin héroïque, et face à ça, la presse observe un silence sans doute respectueux, mais en tout cas écrasant. J'ai l'impression que simplement les critiques français n'ont pas mis à jour leur logiciel, et ce qui est numérique n'existe pratiquement pas. Peut-être que les origines numériques de Publinet, ces malavaises éditions le traînent comme un boulet, comme un péché originel ineffaçable. Peut-être qu'aussi le franc-parler, la combativité de François Bon lui a attiré quelques inimitiés. Bref, ça, pour l'instant, il y a un déficit du point de vue de la diffusion. Cela tient aussi au fait que tout ceci est encore un petit peu bricolé, il n'y a pas beaucoup d'argent, il n'y en a presque pas, et donc il manque un interlocuteur important, les attachés de presse. Et j'ai l'impression, c'est triste, mais c'est comme ça, que nos critiques sont incapables de découvrir un livre si une jolie femme vient les chercher et leur mettre le livre dans la main et leur téléphoner 2 fois par jour. Bon, ça peut se comprendre. Bref, au bout de... Pardon Michel, je vous interromps, mais les critiques français, de toute façon, commencent par ne pas parler de livres qui paraissent en poche. Oui. C'est-à-dire que c'est la racine humaine est beaucoup plus lointaine. Je suis d'accord. Un livre en poche, c'est un livre, vous pouvez l'expliquer aux critiques qui c'est une première édition, c'est un inédit qui paraît en poche pour des tas de raisons moins chères, patati patata, il en a que la faute, et il n'en parle pas, donc j'imagine pour le numérique. Nous sommes d'accord. Enfin, en ce qui me concerne, moi, j'ai décidé, donc il y a 2 ans, de créer ma propre maison d'édition en laissant mes titres de prose à Publinet, parce que je pense qu'ils vont arriver à les faire connaître de façon satisfaisante. C'est de la poésie, constatant que c'est difficile, et ayant toujours des velléités d'éditeur, j'ai décidé de me lancer, et donc je publie pour l'instant essentiellement de la poésie grecque contemporaine, ce qui sur le plan commercial cumule les handicaps. Donc on va partir sur une base de 6 titres par an, on espère tenir. Comme nul n'est salarié parmi nous, disons qu'on arrive à équilibrer notre budget à partir de 10 exemplaires vendus, ce qui doit faire l'admiration des collègues. Ce que je trouve merveilleux à cette table, c'est qu'il y a des éléphants et des fourmis. Et que finalement, nous ne sommes pas ennemis, nous sommes tous la main dans la main, nous ne publions pas les mêmes choses, ils publient des choses que moi je ne peux pas publier, et réciproquement. Donc nous sommes tous indispensables. Voilà. Donc la fourmi que je suis, maintenant s'est lancée dans la micro-édition, éditeur minuscule, donc je ne pratique que le papier, pour les raisons qu'a évoquées Patrice aussi. C'est compliqué de faire un livre numérique. Je sais que ma compagne graphiste, on est 2, et ma compagne graphiste a passé des jours entiers à retravailler les maquettes pour que ça passe de EPUB à e-book à je ne sais quoi, et finalement ça n'allait pas, il fallait tout reprendre au bout d'1 an. Donc, c'est pas de la tarte techniquement parlant. Donc, nous ne faisons que du papier. Le fait que ce soit de la poésie doit compliquer encore la tâche. Et oui, parce que les lignes sont inégales, vous voyez. Il y a des vers qui sont trop longs. Je ne vous raconte pas, c'est un véritable western. Donc, nous avons pris le parti du papier, ce qui ne veut pas dire que nous haïssons le numérique, bien au contraire, mais le numérique nous sert de diverses façons. Et je pense que ça aussi, c'est important. Nous n'avons pas de distributeur, nous n'avons pas de diffuseur parce que notre budget ne le permet pas. Mais nous vendons donc en essayant de toucher un public restreint, mais quand même facile à cibler. Il y a les sites internet. Donc d'abord, le site de nos éditions.
aussi mon site perso, qui est quand même relativement suivi par les aficionados. Et donc, on vient se renseigner quelquefois chez moi. On a ouvert une page Facebook. Je hais Facebook de toute mon âme, mais c'est nécessaire. Donc, voilà, je m'y suis mis. Et apparemment, ça marche un peu. Et je constitue aussi patiemment, au fil de mes déplacements, une liste de diffusion. C'est-à-dire que là où je vais, je demande aux gens de mettre leur nom et leur adresse mail. Et quand j'ai une nouveauté, à moi ou concernant la Grèce, j'envoie un petit PDF publicitaire, moyennant quoi on arrive à élargir un petit peu notre lectorat de, mettons, 150 à 170 lecteurs, hein, à peu près en moyenne. Et il y a une dernière possibilité aussi, une idée dont je suis assez content, ma foi. On me demande toujours, Michel, pourquoi tu ne fais pas du bilingue? Le bilingue, je suis contre pour toutes sortes de raisons. Et pour le remplacer, le système, c'est de proposer aux lecteurs une partie du livre, qui est uniquement en français, en version originale, envoyée gratuitement sur PDF. Voilà, donc je crois que ça devrait normalement satisfaire les accros du bilingue, que je respecte. Je remarque simplement que les amateurs sont peu nombreux et c'est une énigme de plus pour moi dans ce métier qui est plein d'énigmes. J'aimerais bien entendre Michael Zemets, qui devrait être plutôt en accord avec ce que vous avez dit sur les rapports entre le numérique et le livre imprimé. Vous me parliez de votre expérience d'éditeur, du choix que vous avez fait justement concernant la place respective du numérique et du papier, notamment concernant la chaîne du livre. Ben, quand on a eu envie de faire une maison d'édition, on a envie de faire des livres. Je n'avais pas pensé faire des livres numériques. Et c'est vrai que j'ai pas du tout cru au fait que le livre numérique allait faire disparaître le livre papier. Et nous, on voulait vraiment faire des livres, ça faisait partie de ce qu'on voulait faire. Faire des livres, faire des beaux objets, c'est quelque chose qu'on a travaillé aussi, parce que pour donner envie à des gens d'acheter des livres, il faut aussi leur donner envie d'acquérir un objet qui soit séduisant, qui soit beau et qui justifie le prix qu'on met dedans. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé. Et si on n'a pas fait de numérique, c'est qu'à nos yeux, si on voulait faire du numérique, on le ferait aussi bien que des livres papier, c'est-à-dire qu'on ne se contenterait pas de foutre un PDF qui soit tiré de notre texte sur une plateforme, mais on essaierait de vraiment repenser l'objet en tant qu'objet numérique, parce que c'est peut-être simpliste de penser toujours que le numérique n'est qu'une adaptation du papier. Si on fait des livres numériques, il faut qu'ils aient quelque chose de plus. Il y a plein de potentiel au support numérique qui permettrait de faire des objets différents et justement de montrer qu'ils soient... c'est pas la même chose, donc ce serait complémentaire et c'est pas, à mon avis, en adaptant juste le papier en numérique qu'on fera quelque chose d'intéressant en numérique. Et du coup, voilà, si un jour on fera du numérique, on essaiera vraiment d'y penser, d'y réfléchir, de voir quel texte s'adapte au numérique. Peut-être qu'il y aura certains textes qui passeront pas à nos yeux numériques parce que les mettre en numérique n'apporteraient pas grand-chose. Par contre, il y aurait peut-être des textes qui nous feraient passer au numérique en se disant voilà, ça on pourrait avoir des idées pour concevoir ce livre d'une manière plus, je sais pas comment, mais d'une manière qui justifierait complètement qu'il n'existe pas en papier mais en numérique. Mais voilà, on n'est pas du tout fermé au numérique, il se trouve juste qu'on est deux, qu'on fait déjà tout, on fait les livres, on fait les attachés de presse sexy, c'est moi du coup, on voit les libraires, on fait tout à deux, on a des boulots à côté puisqu'on n'en vit pas évidemment. Et si en plus je dois faire le show numérique, c'est bon. Donc on fera ça une autre fois, quand on aura le temps, quand ça se justifiera. Et vous payez bien, et vos traducteurs, et vos imprimeurs Ça fait partie de certains principes qu'on avait, qui sont motivés à la fois par nos expériences personnelles, à Carmela et à moi, qui est qu'on ne sait
pas mal fait exploiter ou maltraiter, donc on n'avait pas envie de le faire aux autres. Et aussi que, d'autant plus quand on est un petit éditeur, à notre avis, on se doit c'est un écosystème en fait, le livre. Tout dépend de tout. On ne peut pas dire oh, je vais faire des livres trop beaux, mais je ne vais pas payer mon imprimeur, je vais mal payer mon traducteur, et au final ça marchera. Non, je suis persuadé que ça marchera si. Il y en a qui y arrivent, hein. Mais ça marchera à notre avis que si tous les éléments de la chaîne sont bien respectés, si on travaille avec un imprimeur qu'on a choisi et pas juste l'imprimeur qui va être le moins cher possible et qui va nous livrer le truc le plus vite possible. Ça aussi en payant bien nos traducteurs, surtout quand on est un petit éditeur et qu'on veut travailler avec des traducteurs très compétents qui ont souvent des plannings sur plusieurs années. Donc si on leur dit allô, on est Tusitala, est-ce que tu veux travailler pour nous, ils ne nous répondent pas. Par contre, quand ils se rendent compte qu'on les paye plus cher que certains éditeurs, voilà, ils nous répondent et ils prennent le temps qu'il faut sur nos livres. C'est aussi une manière d'avoir du bon travail. Beaucoup de livres sont des fois pas très bien traduits parce que les traducteurs sont très mal payés. Et forcément, quand on est très mal payé, on ne va pas passer 3 mois à traduire un livre. Alors que quand on est bien payé, on peut passer 3 mois à traduire un livre et le résultat est complètement différent. Et voilà, et à l'arrivée, essayer aussi de faire que le livre soit pas trop cher, parce que les livres grand format sont souvent très chers, ils sont souvent maintenant 23 €, 24 €, 25 €. Nous, on a essayé, sur le dernier, on a raté parce qu'il fait 450 pages et que c'était infaisable. Mais on essaie de ne pas les mettre au-dessus de 20 €, mais voilà, c'est des principes comme ça. Ça ratera peut-être, on coulera et on en ira bien, mais au moins on réussit à les tenir jusqu'à aujourd'hui, et c'est pour ça aussi qu'on a fait cette maison. C'était pas, si on avait voulu faire une maison pour se faire de l'argent, on n'aurait pas fait d'édition, je pense. Donc à partir du moment où on a essayé de faire de l'édition et qu'on avait envie de faire des livres, on a essayé de faire ça bien, et le faire bien, c'est respecter tous les gens qui travaillent avec nous. C'est une Vous auriez peut-être quelque chose à ajouter concernant l'importance des traducteurs. C'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que je vous ai lu sur ce sujet. Voilà. Je pense tout d'abord qu'une fois qu'on a rencontré l'auteur, trouvé le texte, on n'a fait que la moitié du chemin. Donc c'est forcément toujours intimidant de confier un texte à quelqu'un, et même à ceux qui sont très expérimentés, parce que maintenant, les plus belles rencontres ont été avec des traducteurs qui m'ont dit, même avec un curriculum long comme ça, je tiens à faire un essai parce que je ne suis pas sûre de trouver la voie, je ne suis pas sûre d'y arriver pour ce livre-là. Et donc c'est chaque fois effectivement un plaisir particulier que de penser à quelqu'un en fonction du texte, en fonction de l'expérience et de l'univers du traducteur. Et puis après, une discussion passionnante au moment où la personne rend son essai. Voilà, de s'assurer qu'on va faire route ensemble et qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise à la remise. Voilà, et que c'est un travail très douloureux. Enfin, je me souviens d'un festival littéraire il n'y a pas très longtemps où quelqu'un clamait de toute façon traduire c'est trahir. Alors moi ça m'exaspère un peu parce que moi j'aime bien les éditions bilingues, je ne sais pas comme Michel, mais je pense que c'est trop merveilleux que de proposer à un lecteur de découvrir quelque chose qui a été écrit dans une toute autre culture, peut-être même à une toute autre époque. Voilà, et que ces gens-là font un travail merveilleux, difficile, solitaire. Donc bien évidemment, il faut pouvoir les rémunérer. On peut quand même saluer en France le travail d'une institution qui, j'espère, continuera à évoluer pendant longtemps, que le CNF, parce que très peu d'autres pays ont des institutions comme celle-là, à part les Nordiques, qui sont aussi très, très efficaces. Et c'est aussi comme ça qu'on peut continuer à publier. Et alors pour la question je sais que je suis attachée à un prix modéré pour le livre en général. C'est vrai qu'en littérature étrangère, ce que me disent beaucoup de gens, parce que des fois je suis effarée quand je vois effectivement qu'on me propose à 22, 23 €, c'est que la littérature étrangère, un lecteur dans une librairie, il va faire cet effort pour un livre qui a été traduit, parce qu'il a quand même conscience qu'on l'amène ailleurs, qu'un travail a été fait, alors il n'acceptera pas ça pour un polar. Donc j'ai envie d'espérer qu'effectivement... Moi, ce qui m'étonne plus, c'est certains livres français qui font 150 pages et qui coûtent 22 €, ça je comprends pas. Tout à fait, ouais. C'est tous les livres étrangers. Ouais. Non, c'est vrai. Malheureusement, peut-être parce que la presse en a tellement parlé qu'ils le veulent terriblement. Et voilà, donc les traducteurs... De plus, il y a une grande professionnalisation. Maintenant, c'est vrai qu'il
font ce métier par goût, mais ils suivent aussi des formations, ils échangent beaucoup ensemble, c'est assez merveilleux. Il y a des festivals qui leur sortent aussi, où ils deviennent un peu ils sont sur le devant de la scène. C'est une immense c'est pour moi aussi important que la rencontre avec les écrivains. Michel, peut-être une réaction, traducteur. Je souscris évidemment et je me tiens tout particulièrement à l'éloge du CNL que Marie-Pierre. Le CNL est une pure merveille. Sans le CNL, les 9/10 des textes que j'ai pu publier classiquement, je n'aurais pas pu l'être. Le CNL aide depuis 1981 à peu près, de façon énergique et raisonnée, l'édition française, la littérature française, la littérature étrangère, toutes les formes de littérature, avec tout un système de commission qui est remarquablement fait. Je le sais, j'ai participé à ces commissions et c'était un vrai bonheur. On passait 3 fois par an, 2 journées complètes à se coltiner des livres, des rapports sur des livres, et c'était passionnant, on en redemandait. Parce que tout le monde était habité par le même plaisir de faire quelque chose d'utile et la même foi dans ce qu'on faisait. J'ai une question pour Hélène et Marie-Pierre. Que vous publiez de la littérature de genre, des romans noirs. Je me demandais si la distinction, cette fameuse distinction qui est illustrée par la cosmopolite ou du monde entier entre littérature française et littérature étrangère, c'est une construction historique française, justement, cette séparation. Est-ce que ça n'a pas tendance à s'estomper dans la publication numérique, peut-être en général, et en particulier dans la littérature de genre, dans le polar par exemple. Est-ce qu'il y a vraiment une identité forte de roman noir ou de polar français par différence ou distinction avec le polar du monde entier, étranger? Est-ce que ça ne devient pas complètement artificiel? Ou est-ce qu'on peut parler d'une littérature mondialisée pour certaines formes, alors, dans le polar, mais peut-être pas seulement, puisqu'il y a aussi d'autre part, des phénomènes éditoriaux, donc d'auteurs mondialisés comme Murakami, comme, je ne sais pas, il y a pas d'autres noms, aidez-moi. Peut-être Rushdie, c'est peut-être pas gentil pour Rushdie. Des auteurs comme ça, là-dessous, ce qu'on appelle la world literature. Vous voulez dire quand ils coordonnent la sortie de leur livre dans tous les pays du monde en même temps, traducteurs justement avec partenaires. Et ils écrivent pour tous les publics du monde entier, quoi. C'est la littérature d'aéroport. Oui, c'est pas ce que je voulais dire sur Rushdie. Non, moi non plus. Enfin, donc ma question est du coup un peu confuse, mais je parle de la séparation littérature française, littérature étrangère, qui est quand même une affaire historiquement bien installée en France. Est-ce que les lignes bougent pour les Français avec le tournant numérique? Et dans quelle mesure ou dans quel type de littérature? Est-ce que ça s'efface, cette distinction? Non, je juste j'ai l'impression que c'est un choix éditorial, enfin en tout cas ce qui concerne Mercure Noir, c'était le choix de ne travailler qu'en littérature étrangère et l'envie d'explorer ailleurs qu'en France. Je ne sais pas si je vous montrais... Je suis absolument d'accord avec Marie-Pierre. Je pense que dans le genre, si tu veux, du polar aujourd'hui, on est tous d'accord. Je reprends l'expression de Michel. Si tu veux, il y a des bouquins. On va prendre un avion à Paris aujourd'hui, on va arriver à Rio et vous allez avoir le même bouquin en relayage local. Ça, c'est une certaine catégorie, c'est des produits qui sont au demeurant, pour moi, délire. Parce que je ne crache pas dessus. Je trouve que ça peut être un bon polar bien ficelé, c'est super, ça fait du bien, et donc il n'y a pas non plus de hiérarchie qui leur... Imaginez une collection de poésie d'aéroport. Mais je pense que le polar, pourquoi il y a tellement de polars ou de romans noirs, après il y a des discussions d'experts, je ne suis pas du tout experte, mais fondamentalement c'est quand même toujours l'idée que tu as un écrivain à découvrir qui se trouve écrire du noir ou du polar,
mais que ton auteur de polar français, il a son univers propre, que va avoir cet auteur brésilien, que va avoir cet auteur portugais, que le polar c'est aussi une manière d'accéder à un univers culturel. Et la littérature mondialisée, pour moi, je pense qu'on est un peu tous d'accord, elle concerne, si tu veux, une certaine couche de Uber best-sellers qui sont très très spécifiques, mais le reste, c'est quand même toujours, j'ai pas l'envie de vous dire qu'on connaît Lisbonne parce qu'on aime tel auteur portugais et qui est un auteur de polar ou de roman en littérature blanche, tu vois, je pense pas qu'il y ait en tout cas, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas une entrée du polar français contre la République du Nord. Oui, ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans notre monde actuel, les échanges s'intensifient, les gens voyagent beaucoup plus, les livres sont davantage traduits, donc les auteurs lisent davantage, je pense, de littérature étrangère et ils sont naturellement un peu influencés. Ce qu'il faut, c'est que cette influence n'efface pas leur spécificité nationale, je n'aime pas trop le mot, mais locale, disons, et qu'ils ne se mettent pas à faire de la soupe qui soit consommable par les lecteurs du monde entier. Parce que ça ne marche pas, ça devient insipide. Je sais parfaitement que pour ce qui est de la Grèce, il y a un écrivain qui prône justement cette littérature dérégionalisée. Il écrit spécialement des bouquins pour le public européen et même mondial. Je ne citerai pas son nom, c'est Stéphanakis. C'est très mauvais. Très mauvais, évidemment. Les vrais écrivains grecs, ils ont lu, pour la plupart, des auteurs anglo-saxons surtout, des Français encore un petit peu, des Latino-américains, que sais-je encore. Mais c'est assimilé. Ils en font leur miel. Voilà. Et donc, je crois que pour les écrivains, maintenant, l'enjeu, c'est de conserver cet équilibre entre les influences étrangères et puis son vieux fond natif. Le retour, on va finir par oublier d'en parler du contrat d'édition numérique et du droit d'auteur. Je reviens vers Non. C'est bien volontiers. Non. Je crois que c'est important parce que c'est au centre de nos relations et sur toute la chaîne. Donc, le numérique a posé un problème réel, c'est vrai. C'est que nos contrats d'édition, depuis toujours, étaient fondés sur l'existence du stock du livre. Et donc, tant que l'éditeur a un stock, il gardait les droits de son livre, tant qu'il prouvait qu'il l'exploitait. Vous savez, dans un contrat, il y a une obligation de l'éditeur qui s'appelle l'obligation d'exploitation permanente et suivie. Alors, c'est très joli, mais tant qu'on était dans le papier, j'ai envie de dire qu'on pouvait être plus ou moins précis avec ça. Il faut reconnaître que les éditeurs n'ont pas toujours été très respectueux de cette obligation-là, c'est-à-dire qu'ils se sont souvent limités, alors que le livre était sorti des catalogues, alors qu'on ne trouvait plus en librairie, ou très peu, etc. Mais tant qu'ils avaient un petit stock, un petit 30 exemplaires ou 50 exemplaires quelque part cachés, ils gardaient les droits. C'est quelque chose qui ne pouvait plus exister avec le numérique, étant donné que par définition, le numérique sera toujours là, vous l'aurez toujours en stock, il sera toujours en votre serveur. Donc, les auteurs, et à mon avis à bon droit, on dit, là il faut faire quelque chose, on ne peut pas continuer avec le même type de contrat. Et la demande des auteurs dans un premier temps, j'ai découvert d'ailleurs que les auteurs étaient au fond très organisés, il y a 17 syndicats d'auteurs en France, en particulier. Et on d'abord dit, nous ce qu'on veut, c'est comme dans tel et tel pays, un contrat séparé. Donc il y aura le contrat papier qui continue comme il était, puis il y aura un contrat pour le numérique. Et je comprends tout à fait, et nous comprenions du côté des éditeurs, j'ai envie de dire, les raisons qui leur faisaient dire ça, et en même temps, c'est vrai que le monde de l'édition était hostile à ça. Et pour une raison simple, c'est qu'à mon avis, il faut quand même prévoir que le numérique ne va pas être une espèce de partie congrue comme ça, toujours limitée, que dans certains domaines, dans l'édition juridique, c'est déjà absolument majeur. Donc il ne faut pas traiter l'édition numérique comme une utilisation dérivée, mais il faut la traiter comme une exploitation principale du livre. Et on le voit, je donnais les chiffres tout à l'heure aux États-Unis, et dans d'autres secteurs d'activité, c'est tout à fait important. Donc, les éditeurs étaient contre le fait de faire deux contrats, dans la plupart des cas,
et voulait que les droits numériques soient dans le contrat principal. Et on revient à la question précédente, c'est-à-dire dans ce cas-là, vous ne pouvez pas garder les droits tant que vous avez des livres en stock, parce que par définition, vous les aurez toujours en stock. Donc là, il y a eu des négociations qui ont duré assez longtemps, et c'est vrai qu'il y avait des positions peu conciliables dans un premier temps, et on a réussi, je crois, on a réussi à trouver un accord, et c'est un accord, je pense, vraiment important, parce qu'il change, c'est un véritable changement de paradigme dans la relation éditeur-auteur. Alors, vous le trouverez sur le site du SNE, il faut l'étudier, il y a plein de gens qui étudient ça. Voilà. Je ne vais pas vous le détailler, parce que ça serait un peu long, mais il y a 2 ou 3 mesures, dispositions clés. Et la principale, c'est là qu'est le changement de paradigme, c'est ce que nous avons appelé la clause de fin d'exploitation. C'est-à-dire qu'un accord a été trouvé pour faire en sorte que, à partir du moment où alors la loi dit 2 ans de suite, s'il n'y a plus de droits d'exemplaires qui sont vendus, de sessions qui sont réalisées, les droits reviennent automatiquement à l'auteur. C'est-à-dire qu'on n'est plus assis comme sur le stock, comme je vous le disais jusqu'à maintenant, mais du coup on est assis sur le flux. Et c'est une façon de remettre en avant la condition majeure, à mon avis, la protection majeure du contrat d'auteur, qui est l'exploitation permanente et suivie. Parce qu'en effet, si vous avez vendu 0 livre, c'est que vous ne l'avez pas exploité. Ou qu'il est inexploitable peut-être, mais c'est que de fait, vous n'avez rien fait. Alors, il y a beaucoup d'autres dispositions qui imposent la présence dans le catalogue, soit papier ou les banques de données ou numérique, mais c'est une disposition majeure qui, alors c'est vrai que certains s'en sont un peu moqués parce que la disposition dit simplement il faut qu'il y ait 0 vente. Et 0 vente pendant 1 an, et c'est répété une 2e année. Alors évidemment, plein de gens ont dit dans un premier temps, ce que je peux comprendre, on va dire oui mais c'est trop facile, vous allez en librairie, vous en achetez un et vous gardez encore les droits. Oui, et alors, je devais garder 1 an de plus. On n'est plus, honnêtement, le monde de l'édition n'est plus dans cette logique-là. Et je pense d'ailleurs fourmi ou éléphant, mais en tout cas, le monde de l'édition vit, c'est d'une richesse, enfin moi je suis convaincu de cette complémentarité du tout le travail qu'on fait et de ce que des petits éditeurs de qualité font, qu'on est totalement incapable de faire dans le suivi et plein de choses, mais on est tous dans un monde de surabondance. Enfin, je sais pas, le chiffre de Livre Hebdo il y a quelques mois était typique. Il y avait quelque chose comme en 92, il y avait 37 000 nouveautés, il y en a 68 000 aujourd'hui. Donc la seule réponse de l'édition collective, la seule réponse collective de l'édition a été de presque de doubler quasiment en 20 ans le nombre de livres. Il est clair que les lecteurs vont pas doubler, que les libraires vont pas doubler, etc. Bon. Donc on est dans un monde de surabondance et franchement, personne ne va aller s'amuser, comme dans un monde un peu ancien, c'est vrai, à dire ok, j'ai mes 50 exemplaires, j'en ai plus qu'un, je vais en racheter un, je vais garder les droits. Aujourd'hui, quand on a autant de livres partout dans les entrepôts, le problème c'est que même à la limite, ça coûte très très cher au total quand vous additionnez tout ça. Donc, passer d'une logique de stock à une logique de flux, je pense que c'est une véritable révolution dans l'esprit et dans les relations. Donc ça, c'est la mesure la plus importante. Et qui s'accompagne de pas mal d'autres. Il y en a une autre aussi qui, en tant qu'éditeur, j'étais assez surpris de voir qu'une très très forte revendication des auteurs, et qui ne plaidait pas en faveur des éditeurs très honnêtement, c'était juste d'avoir des rendus de compte, des relevés de compte justes, détaillés et réguliers. Et franchement... Et lisibles. Ça lisible, je ne sais pas si on arrivera. Mais voilà. Et ça aussi, même dispositif, c'est-à-dire que l'auteur est censé recevoir tous les ans un relevé de compte. Et il ne le reçoit pas au bout d'1 an, il envoie juste une lettre recommandée. Si la 2e année, il ne l'a pas reçu, et avec le détail, etc., qui est spécifié dans la loi, il n'a même plus besoin de rien faire, il reprend automatiquement les droits. Donc ça, c'est des dispositifs qui changent tout quand même. Parce qu'avant,
C'était lettres recommandées, l'éditeur avait un an pour. Charge de la preuve, on peut dire que- Voilà, donc c'est une inversion. Alors, il y a plein d'autres choses qui jouent sur les termes de la révision du contrat, les termes de rémunération et tout ça. Mais je crois que ça c'est important et ça a été la réponse trouvée en France, qui honnêtement a été étudiée dans pas mal de pays dans le monde. Je pense que les Allemands sont en train de faire à peu près la même chose à quelque chose près. Mais ça a été, je pense, une bonne réponse à la nouveauté radicale qu'impose l'exploitation du numérique. Et donc, d'une manière générale, les uns et les autres, vous diriez que l'édition, et notamment l'édition de littérature étrangère, aujourd'hui, se porte plutôt bien et a des perspectives encourageantes, ou c'est plus compliqué que ça? Je pose une question dont on a débattu avant de... Dans la cour. Dans la cour, là, avant d'arriver, Marie-Pierre, Patrice et moi, on n'en a pas parlé, on n'a pas eu l'occasion d'en parler avec Michel et Michael, mais... alors, Marie-Pierre, je ferai peut-être une réponse différente. Moi, j'ai le sentiment que, comme vous savez, la France est un pays absolument merveilleux, où il ne se passe que des choses magnifiques tous les jours, etc. Et où, selon les années, un roman sur 3, un roman sur 4, qui est publié en France, est un roman étranger. Est-ce que mes confrères partagent ces chiffres, c'est des chiffres de radio? Vous allez en Angleterre ou aux États-Unis, la proportion, on ne peut même pas la citer tellement elle vous prend la gorge, quoi. Donc on part d'un état de fait qui est absolument prodigieux, Et ça, à mon avis, c'est un peu en train de changer. Mais toi, Marie-Pierre, tu n'as pas tout à fait la même analyse, peut-être que nous, On conserve une grande diversité des langues, quand même. Effectivement, l'anglais a beau être dominant, il y a quand même une part importante de la traduction qui est consacrée à d'autres langues. Notamment grâce au CNL, par exemple. Oui, tout à fait. Et par exemple, chez Gallimard, on ne demande pas d'aide à la traduction pour les traductions de l'anglais. Voilà, c'est un principe, parce que sur 35 à 40 titres par an, l'anglais doit représenter une douzaine de titres. Voilà, c'est important pour nous de continuer. Les auteurs ukrainiens. Comme ça, on a besoin d'aide du CNL et on choisit de consacrer à cela. Non, je comprends ce que... Est-ce que je suis d'accord, pas d'accord? Aujourd'hui, on est obligé de publier peu pour publier bien. Moi, j'ai eu la chance, quand j'étais chez Stock, déjà, de publier une douzaine de livres par an. Et effectivement, ça m'a donné de vraies joies, parce que j'ai pu voir des auteurs inconnus franchir un certain nombre d'obstacles, voire l'une d'entre elles au moins best-seller, un livre très littéraire. Donc c'est possible, mais pour ça, il faut en faire peu, il faut être acharné, il faut effectivement peut-être convaincre les journalistes, mais pas seulement. J'ai l'impression, on parlait tout à l'heure, que justement l'attention des libraires, la variété, sensibilité que ça offre quand même à chaque livre. Partout en France. Moi, je publie cette rentrée un auteur indien qui était encore quasiment inconnu, et à une rencontre que j'ai fait dans un club du livre, il m'a dit, mais je l'ai vu dans cette petite librairie de Manos le week-end dernier et tout, et il est dans des petites librairies, et c'est vrai, beaucoup de bruits me reviennent via nos représentants et tout, qui me disent, t'es libraire, ça le tient pas. Et voilà, je trouve ça assez merveilleux. Donc on peut pas être catastrophiste, mais on peut quand même, il faut pas baisser la garde, quoi, vraiment, parce on peut toujours faire mieux. Voilà, oui, il y a peut-être une loi qui vaut ce qu'il vaut, c'est-à-dire que plus le pays est grand, moins il s'intéresse au reste du monde. Vous avez par exemple les États-Unis, qui est un pays totalement autiste de ce point de vue-là, il n'y a pratiquement pas de traduction, c'est très très marginal. Pour la Grèce par exemple, qui est un pays plus petit par la surface, par la population, eh bien la place de la littérature étrangère est évidemment très grande. Et je veux dire qu'une puissance moyenne comme la France, ma foi, fait des efforts, je crois, tout à fait louables, mais là aussi, ça vient d'une volonté politique. Hein, le CNL n'est pas venu comme ça, hein, il y a des politiques qui ont fait ce choix. Voilà. Et c'est d'autant plus louable que, par ailleurs, nous sommes un pays quand même pas mal xénophobe. Alors, évidemment, ce ne sont pas les mêmes gens qui font des livres et ceux qui veillent aux frontières. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? J'avais eu l'occasion de dire avant
donne la parole à la salle pour vous poser des questions. Moi, je dirais juste une chose qui me frappe quand même, et peut-être qui me met d'accord, c'est qu'en tout cas, on est tous d'accord qu'on publie trop et qu'il faut publier moins. Ça, c'est une chose. Moi, je peux pas trop publier. Je suis à 3 livres par an. Voilà. Toi, tu as trouvé la vérité. Nous sommes en train de pédaler dans notre semoule de dizaines de bouquins par an, en train de dire c'est n'importe quoi. Ouais. C'est évident, on publie trop. Du coup, la conséquence, c'est qu'il faut publier moins. Et le corollaire, me semble-t-il, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment, pour les éditeurs, c'est un combat pour chaque bouquin de se dire mais qu'est-ce que je vais inventer pour le lancer, ce livre. C'est parce que l'attachée de presse dont parlait Michel, aujourd'hui, l'attachée de presse, elle bosse comme une folle, elle revient, alors j'ai Le Monde, j'ai un papier dans le Figaro Magazine, j'ai ceci, cela, mais elle a coché toutes les cases. Et ça change pas, ça ne suffit pas. Et je pense que notre combat partagé, c'est vraiment qu'une fois qu'on a choisi le bouquin, trouvé le traducteur, comme disait Marie-Pierre, la belle couverture, le lancement, mais le boulot commence, quoi. Ouais. C'était pas fini. Ouais. C'est vrai qu'on est plus attentif aux réseaux sociaux. Enfin, parmi les blogueurs, il y a des gens très intéressants. Il y a Babelio, par exemple. Oui, moi j'ai pu présenter une auteure nigériane en janvier à un club de blogueurs. C'était très drôle parce que donc, son livre met en scène une blogueuse et j'étais persuadée qu'aux États-Unis, son éditeur lui avait fait rencontrer ce genre de personnes parce que les blogs sont encore plus importants là-bas. Et en fait, non, et je lui ai expliqué que c'était grâce à Babelio qu'on pouvait les réunir, ils venaient, puis après ils se reparlaient du livre. Et elle m'a dit, il y a vraiment qu'en France, la souris, ce qu'elle a dit, il fallait que même pour les blogueurs, un syndicat soit créé. Voilà, oui, moi j'ai le cas précis d'un livre, d'un roman grec il y a 4 ans, qui est épatant, mais qui n'a eu aucune critique, absolument aucune. Ça s'appelle Qu'a-t-elle vu la femme de l'homme. Et grâce à Babelio, et il est rentré dans ses frais, il a vendu plus de 1000 exemplaires, ce qui est quand même pas mal. Et je dois dire que les critiques de ces amateurs que sont les lecteurs de Babelio étaient vraiment excellentes. Pour certaines, pour moi. J'étais épaté. Des questions? Justement, par rapport au réseau de lecteurs, je voulais savoir si... Mickaël, je connais déjà la réponse, mais je te la pose quand même. Si tu comptais à terme t'implanter ou faire des opérations marketing justement avec ces réseaux type Babelio qui permettent de cibler des lectorats extrêmement précis, de trouver un public. C'est souvent ce que Pierre Frenot vend dans ses présentations publiques, et un des cofondateurs de Babelio, qui permettent de cibler donc un lectorat potentiel qui permettrait de t'installer en fait sur ces réseaux. Je sais que tu fais un travail également sur Facebook, même si tu n'as pas de livre numérique, tu as des pratiques numériques que tu exerces sur Facebook, qui permet de coordonner un certain nombre ton réseau, parler à des libraires, leur envoyer un certain nombre d'informations. Je voulais savoir si tu comptais donc à terme t'implanter sur ces réseaux-là. Je voulais savoir si les autres éditeurs, on vient d'avoir une réponse de Marie-Pierre Grazio, c'est ça, sur Babelio, s'il y avait un travail qui allait être fait beaucoup plus précis de suivi des communautés, d'implantation, de multiplication. Quelles sont finalement les métriques dont vous vous dotez pour savoir si vos collections marchent ou pas? Elles dépendent très largement de cette santé de la littérature étrangère, des métriques dont on se dote. Babelio permet de les affiner, peut-être de nuancer le constat à partir des ventes qui auraient été faites sur Amazon. Je ne sais pas quel contrat vous avez avec Amazon. J'ai vu Gallimard se déverser quand même pas mal ces derniers temps sur Amazon. Quelles sont les métriques que vous fournissez à Amazon? Est-ce que les réseaux sociaux de lecteurs ne vous permettraient pas de les affiner un petit peu plus pour nuancer ce constat? Enfin, voilà, j'ouvre le débat autour de ces questions. Pour la question de Babelio, on commence un petit peu à s'y intéresser. Enfin, c'est plutôt eux qui ont commencé à nous contacter. Il y a un autre réseau qui s'appelle Leapfly aussi, avec qui on a pas mal bossé parce qu'ils sont venus vers nous, ils nous ont demandé un ou deux livres à faire circuler parmi leurs lecteurs, et on a eu beaucoup de retours, et notamment beaucoup de bibliothécaires et tout qui sont dans ces réseaux et qui jouent le jeu. Et moi, c'est un monde que je ne connaissais pas forcément et qui
demande pas beaucoup de travail et qui est parce qu'encore une fois, comme on fait tout à deux, on ne peut pas non plus s'amuser à faire. On ne peut pas faire une community manager en plus de tout ce qu'on fait. Mais en effet, c'est je pense un moyen de toucher différemment le lectorat, parce que honnêtement, la presse, ça ne sert pas à grand chose. J'ai été journaliste pendant 10 ans, je peux parler en connaissance de cause, parce que c'est vrai que c'est toujours gratifiant d'avoir des articles dans la presse, mais la presse arrivera toujours après. La presse confirme un succès d'un livre, confirme que déjà plein de libraires ont compris que ce livre était bon, et la presse arrive rarement en premier. C'est rare qu'un journaliste comme un roman grec qui dise que c'est génial si on lui a pas dit avant qu'il fallait lire ce livre. Et c'est vrai que c'est d'abord au niveau des libraires que ça se joue, et que c'est d'abord les libraires qui vendent le livre et qui pourront faire remonter l'information après aux journalistes. Et je retrouve un peu ce truc-là avec Babelio ou Loopfly, qui est de communauté, qui finalement fait qu'aujourd'hui des bibliothécaires ou des libraires peuvent nous contacter parce qu'ils sont aussi très présents sur ces réseaux-là et qui nous ont connus grâce à ces réseaux-là et qui finalement nous découvrent grâce à ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas négliger, même si on les néglige parfois par la force des choses, mais on ne veut pas les négliger. Et sur la question de Facebook, c'est un moyen simple et fainéant de se créer une identité et de se faire un peu remarquer. Dans le sens, ça prend pas trop de temps. Moi, je suis pas un très gros utilisateur de Facebook de manière personnelle, je m'en suis jamais servi. Mais par contre, c'est vrai que très vite, encore une fois, il y a beaucoup de libraires qui sont sur Facebook et qui doivent s'ennuyer chez eux des fois. Et c'est vrai qu'on voit très vite que les libraires partagent beaucoup entre eux. Il y a beaucoup de réseaux de libraires, mais les libraires sont tous se connaissent beaucoup en Paris et en province. Et on repère assez vite certains libraires qui sont influents et qui, s'ils mettent la photo de ton livre sur Facebook, t'en as 2-3 qui te contactent dans la semaine pour dire « Ah, machin m'a parlé de ton livre ». Et nous, là, ça fait 2 ans et demi qu'on existe et on a vu petit à petit notre cercle de libraires qui a commencé évidemment par les librairies indépendantes parisiennes, type l'Atelier, le Comptoir des mots, etc., qui sont très attentifs à ce que font les petits éditeurs jusqu'à s'élargir. Et là, notre dernier livre, coup de cœur chez Gibert, il y a Fnac La Défense, il y a mis en pile. Voilà, et c'est pas des, contrairement à ce que je croyais au début, c'est pas des librairies qui nous défendent, mais c'est des libraires. C'est-à-dire que moi je pensais que j'allais arriver par exemple au Merle Mocker, que j'allais voir mes livres au Merle Mocker parce que je considérais que c'était une bonne librairie indépendante et tout. Bon, du coup j'ai cité le nom, j'aurais pas dû. En fait, tous les bons libraires se sont barrés du Merle Mocker et il n'y a plus grand monde en ce moment. Et paradoxalement, des fois on se pointe à la Fnac La Défense et il y a un libraire incroyable, mais même s'il travaille à la Fnac La Défense, lui il va défendre vos livres mieux que le libraire indépendant qui après va donner des leçons sur les Fnac. Donc ça c'est assez rigolo parce que en voyant par Facebook, en marchant par des personnes et en marchant par les liens d'amitié qui peuvent exister entre libraires et en fonctionnant comme ça de proche en proche et d'amis en ami, on se met à toucher des gens qu'on n'aurait pas cru toucher et des endroits qu'on n'aurait pas cru toucher, et Facebook nous aide beaucoup à ça. Et du coup c'est un outil qui nous est très utile, pas tant je pense pour le grand public, mais par contre professionnellement au niveau même un peu des journalistes, mais surtout des libraires et des bibliothécaires, Facebook est très utile pour ça. Voilà. Alors une question, est-ce que vous tenez vraiment compte du marché étranger, donc de la francophonie, des francophones qui vivent ailleurs au moment de commercialiser vos produits? Parce que mon expérience, c'est que quand on essaye d'acheter en ligne et un livre numérique, un livre numérisé, on commence à cocher, à remplir de cases, et puis il y a une case département tel ou académie de, et puis on ne peut pas continuer parce que quand on n'est pas en France, on n'appartient pas à une académie, on n'appartient pas à un département. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Alors quand je vois ça, je me dis, il y a une maison d'édition qui produit en ligne, qui vend en ligne et qui ne pense qu'à l'Hexagone. Ce sont des cas précis, je ne peux pas donner non. Et là, quand je vois ça, je me dis, ils sont fous ces Gaulois. Et je me mets en contact avec eux, je dis, écoutez, il y a quand même, j'ai des étudiants, on est quand même nombreux. Il ne faut pas oublier, par exemple, le marché francophone en Amérique latine. Et alors, est-ce que vous avez des données par rapport au marché, à votre marché étranger? Est-ce que vous en tenez compte? Quelles sont vos stratégies? Mais cela existe. Il y a une ville intelligente francophone ailleurs. Elle est prête à acheter. Les étudiants. Voilà.
On n'en doute pas, et ils s'en foutent les Gaulois, ces Gaulois non plus. Alors, du point de vue du livre papier, oui, on a, enfin, des maisons comme les nôtres, on a ce qu'on appelle le grand export, c'est-à-dire c'est une douzaine de représentants qui circulent vraiment sur toute la planète. Avec la limite de l'exercice, c'est-à-dire que j'étais à Dakar il y a quelques temps, il y a 3 bonnes librairies à Dakar, j'ai vu des livres qui sont tous en effet non seulement aux 20-22 euros dont on a parlé, mais quand vous rajoutez la tabelle, etc., vous êtes à 25-26 euros, et qui peut acheter un livre à 26 euros à Dakar, à part un expat ou des gens extrêmement riches. Donc là, il y a un autre problème qui se pose. Sur le numérique, je me demande si la chose que vous soulevez n'est pas que nous ne sommes pas censés, nous, vendre des livres. C'est-à-dire que c'est des libraires qui vendent des livres. Donc c'est ça, donc des libraires numériques. Donc logiquement, s'il y a des libraires numériques qui sont intéressés par nos livres et normalement qui sont prospectés par nous, ils doivent avoir accès exactement comme un libraire en France, etc. Après, j'avoue que là, je connais un petit peu moins, mais il faut bien entendre que nous, on ne vend pas directement sur notre site. Donc c'est un libraire. Les plateformes des éditeurs. Bon, moi, je pensais que directement associé à des éditeurs, comment qui vendaient, et c'est la vente de la distribution. Et puis, voilà, il y avait un problème, c'est quoi? Pour les départements, pour les académies françaises. Mais parfois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un regard transatlantique, transcontinental, automatique, parfois, et dans le monde de l'édition. Ce qui m'étonne, parce que sur le marché espagnol, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire, on regarde tout de suite de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, mais c'est très J'ai l'impression que cet automatisme ne vient pas chez vous. Ça m'étonne. Je vais quand même vérifier, parce que autant par exemple sur Amazon, enfin, après il y a la question de la liseuse. Par exemple, si vous achetez quand je vivais en Angleterre, je me suis acheté un Kindle anglais, et donc j'ai acheté des bouquins, des e-books anglais, parce que je ne pouvais pas acheter des e-books français, parce qu'il fallait que j'ai une liseuse. C'était un bordel, mais monstrueux. Mais sur le site, sur les plateformes avec lesquelles on bosse, ça me paraît mais c'est une super question, on va vérifier et on va engueuler des gens. Didier avait une dernière question. Didier, vous avez une dernière question? Oui, on va se faire Amélia l'a posé. Je voulais simplement dire qu'il y a un gros paradoxe. Parce que la dématérialisation, normalement, devrait supprimer les frontières et ouvrir le marché du livre. C'est tout à fait étonnant. Or, ce qui apparaît bien dans la discussion, c'est que les marchés demeurent très très nationaux, liés davantage, me semble-t-il, à des aires linguistiques au fond qu'à des aires nationales. On peut discuter, mais si cela reflète bien les enjeux, parce que c'est vrai que normalement dématérialisé devrait permettre, je sais pas, à un grec par exemple d'acheter un roman français dématérialisé sur un site français. Or manifestement, quand on vous entend, c'est pas tout à fait le cas. Et cette ouverture reflète bien, et ça vous l'avez dit aussi, je crois, une grande réticence française à l'égard de l'usage des liseuses. Nous, c'est un problème que nous rencontrons aussi de toute façon dans l'enseignement supérieur, par exemple. C'est-à-dire nous n'utilisons pas les textes sur support iPad, liseuse, ne sont pas utilisés dans l'enseignement, tout simplement. Même lorsque nous encourageons les étudiants à télécharger des textes qui se trouvent sur des bases de données, des textes qui sont connus sous droit, ils ne le font pas très très facilement, loin de là. C'est pas pour autant qu'ils ont aussi des supports papier. Mais il y a quand même quelque chose. Il y a un autre problème. Oui, mais il y a quand même quelque chose qu'on a quand même fondamentalement pas tout à fait réglé, c'est qu'on a des mains. Donc, par exemple, par exemple, moi dans ma pratique, j'ai un Kindle, je lis sur Kindle, d'accord, pour le travail. Mais s'il s'agit de travailler un manuscrit, d'accord, de prendre des notes, etc., tous les systèmes de petits codiciles, machin, les petits trucs jaunes, etc., je ne peux pas. Et je pense que vos étudiants
ils peuvent sans doute lire les textes comme ça, mais ils ne peuvent pas, à mon avis, travailler vraiment sur... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je suis sur la Il y a un système d'allocation pour les anneaux. Oui, mais vous n'avez pas cette visibilité sur l'ensemble. Enfin, en tout cas, nous, notre univers mental à nous tous, je pense qu'il n'a pas assez évolué pour intégrer le texte de cette manière. Donc, une pratique de lecture. Oui. Mais ça va prendre du temps parce que moi j'étais impressionné de voir les manuscrits travaillés maintenant, comme envoyés par des éditeurs anglais et américains qui sont entièrement faits sous correction sous Word. Et j'avoue que j'en ai fait un ou deux, ça fonctionne très bien. Donc ça, il faudra juste un petit peu de temps pour Après, c'est dommage en effet. D'abord, c'est dommage que le Kindle, parce que j'ai vu aussi des manuscrits sur Kindle. Mais c'est dommage, c'est vrai que c'est un outil qui est très pratique, et je pense que, en particulier pour les choses qui sont hors droit, c'est quand même très pratique de les télécharger en quelques secondes et d'avoir accès, parce que ça c'est quand même fabuleux, c'est-à-dire objectivement, le fait d'avoir accès à un texte poétique, à un inclinable absolu, etc., c'est extraordinaire, il faut quand même en profiter aussi, parce que je pense quand même, là il y a quelque chose qui m'y positif, c'est que là il y a un accès, et c'est le sens de l'histoire, quoi. C'est-à-dire que de plus en plus, et pas des dinosaures comme moi ou d'autres, mais la nouvelle génération qui n'achète d'une certaine façon déjà plus que de la musique ou même plein d'autres choses, des fringues, je sais pas quoi, que ce soit, évidemment que le livre devra avoir cet accès-là aussi, et ça fera partie des habitudes et du jeu de pouvoir... C'est pour ça que je pense que ça fait presque 30 ans que je fais ce métier. On adore tous, je crois, notre métier, et je pense que c'est fabuleux de pouvoir choisir des textes, faire travailler des auteurs français, choisir des auteurs étrangers et rendre accès à ça. Mais il y a aujourd'hui, dans notre monde, le rôle de passeur est devenu absolument indispensable. Il est aussi important que nous, où on ne peut pas faire sans. Donc tous les passeurs, et ça va du prof jusqu'au blogueur, en passant par évidemment le libraire et plein d'autres gens, les réseaux dont on parlait tout à l'heure, les clubs de lecture, de lecture, c'est absolument indispensable. Et là, le numérique aussi rend certaines choses. Et après, que ce soit numérique ou papier, etc., c'est les passeurs aujourd'hui qui sont essentiels pour faire vivre des livres à toute petite diffusion comme d'autres. On a besoin de ces relais parce que, comme vous disiez tout à l'heure, et Michel, c'est essentiel. La presse ne va pas suffire. Personne ne suffit. Enfin, il faut, et on a besoin d'utiliser tous les passeurs, et ça peut être, pourquoi pas, Facebook et beaucoup d'autres réseaux, c'est essentiel.